Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci au festival et à Bruno de nous avoir proposé de faire cette conférence. Moi, j'ai pas trop l'habitude des conférences, mais voilà, on va se débrouiller. Sylvain, il a plus l'habitude. Effectivement, moi, je m'occupe du cinéma ici et c'est pas au titre d'astronome que j'ai fait ce livre, mais au titre de quelqu'un qui aime bien raconter des histoires. Et dans ce livre, on propose notamment, entre autres, 4 portraits. Dont les choix sont les nôtres, ça pourrait être d'autres gens, voilà, on les a choisis comme ça. Le livre en fait présente un certain nombre de défis qu'il a fallu résoudre pour avancer en astronomie, et on trouvait que ces 4 personnes illustraient bien 4 défis qui sont plus ou moins connus du grand public. Alors du coup, je vais commencer, et on commence avec Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova a été, bon je vais spoiler tout de suite, mais je pense qu'une grande partie d'entre vous la connaissent, la première femme dans l'espace en 1963, et on a trouvé qu'on la connaissait un peu moins que Gagarine, et c'est pour ça qu'on voulait la mettre un peu en avant, et notamment l'aventure qui est derrière son premier vol est peut-être pas très connue, et c'est celle-là qu'on veut vous raconter. Alors d'abord, je propose un tout petit peu rapidement de contexte, parce qu'on est du côté soviétique. La course à l'espace est beaucoup racontée par les grands gagnants, les Américains, mais de ce côté-là, en fait, il y a des grandes avancées qui sont faites et qu'on connaît moins, qui sont aussi tout aussi resplendissantes que du côté américain et tout aussi poétiques aussi. Par exemple, ça commence notamment avec Konstantin Tsiolkovsky, qui était un instituteur, en fait, et qui a dit cette phrase que vous connaissez peut-être, mais on ne sait pas toujours d'où elle vient. « La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau ». En 1903, il publie un premier traité de fuséologie, comment quitter la Terre, et il réfléchit vraiment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il fait ces dessins-là qui sont à la fois hyper inspirants et qui ont inspiré les constructeurs de fusées américains, et qui sont à la fois aussi très beaux, voilà, je trouvais. Donc je voulais vous les montrer, et voilà, démarrer en disant on est du côté du contexte soviétique, on s'intéresse à l'espace. Et avant d'envoyer des gens dans l'espace, il y a un certain nombre de verrous technologiques à faire sauter. Il y en a beaucoup, mais il y en a 2 hyper importants. D'abord, il faut faire sauter ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, c'est-à-dire à quel moment on peut commencer à mettre quelqu'un, en tout cas atteindre l'espace et se mettre un petit peu en orbite autour de la Terre. La vitesse la plus petite que vous devez atteindre, c'est 8 km/s en partant du sol. C'est quand même très rapide. Et ensuite, il y a la vitesse de libération, dont vous n'avez pas forcément besoin pour mettre quelqu'un dans l'espace, mais c'est quand même mieux de montrer, en tout cas à vos adversaires américains, que vous savez l'atteindre. Et là, c'est 11,2 km/s. Donc vous voyez, pour l'époque, ça paraissait faramineux. C'est fait, ce sont les soviétiques qui parviennent en premier, avec Sputnik 1, que vous avez tous, donc que vous connaissez sans doute tous, et ces fameux BIP qui sont devenus célèbres. En 1957, ils passent la vitesse de satellisation, et l'Unique 1 en 1959, qui passe la vitesse de libération, qui arrive de se libérer de l'attraction gravitationnelle de la Terre, enfin en tout cas de ne pas retomber dessus. Ensuite, il y a un 3e verrou quand même, qui vous paraît évident quand on le dit, mais il faut savoir revenir vivant, parce que là, c'est des boules d'acier avec du matériel météorologique dedans, des choses comme ça. Ce verrou-là, un peu plus compliqué évidemment. Alors Sputnik 2, vous le connaissez peut-être, parce que dedans, il y avait Laika, qui n'est pas revenue vivante. Voilà, malheureusement. Ça se complique encore un peu après, parce que Sputnik 3, 1958, découvre un truc pas très sympathique qui s'appelle les ceintures de Van Allen. Alors là, je vais quand même lire un peu mon texte pour pas me tromper, mais en gros, ce sont de très fortes radiations qui sont situées entre 700 et 10 000 km d'altitude, et c'est invivable si on n'a pas de protection. Donc là, tout d'un coup, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Sputnik 5 va enfin faire sauter le verrou avec deux autres chiennes qu'on connaît moins, Belka et Strelka. Il y avait aussi 12 souris, 2 rats, un lapin gris, quelques mouches et une variété de plantes. 24 heures, 18 révolutions et tout le monde revient vivant. Ah, c'est pas mal. On est désormais donc certain que
tout cas, l'espace ne désintègre pas les êtres vivants. On peut revenir. Pour information, je trouvais ça amusant, je voulais vous le montrer, mais c'est Strelka qui est... et en fait, non, oui, l'autre aussi, est naturalisé au musée des conquérants de l'espace. Je ne savais pas si c'était joli ou effrayant, voilà, mais je trouvais ça amusant. Ensuite, gros contexte là qu'on connaît bien, Yuri Gagarin. Donc là, on se dit, maintenant qu'on a mis les chiens, les mouches et tout ce qu'on veut, on va aller y mettre un humain. Il va décoller avec la mission qui s'appelle Vostok 1. Voilà son vol. C'est pas une orbite complète, mais presque. Donc il part le 12 avril, il a que 27 ans. Et voilà, c'est téméraire. Téméraire parce qu'on a calculé après que sa probabilité d'échec, c'était 50%. Voilà, donc quand même, je ne sais pas si lui en était conscient ou pas. Il a volé 118 minutes. En général, le chiffre qu'on donne, c'est 108. Mais c'est 108 plus 10 minutes de parachute à la fin. Je l'ai rajouté, pourquoi? Parce que vous allez voir que le parachute, c'est pas une blague. Et ça va être important après par rapport à Tereshkova. Donc ça, c'est une BD que je vous conseille vraiment. There is a Starman, qui est une très très jolie BD sur le vol de Gagarine. Et donc, vous voyez donc son décollage là, tout se passe hyper bien en fait là pendant l'orbite. Et en fait, au moment d'atterrir, enfin de commencer sa descente en tout cas, il y a le module d'équipement. Alors en fait, vous voyez, il lui restait lui, il est là-dedans, et puis ça, c'est son module d'équipement qui ne s'est pas décroché, alors qu'il devait se décrocher. Résultat, voilà, ça est devenu un espèce de petit système module où lui il est dedans et module d'équipement qui s'est mis à tourner comme ça. Donc là, il a pris 10 G, c'est-à-dire 10 fois 10 fois son poids en fait. Il tournait 5 fois par minute sur lui-même. Et en plus, il y avait censé y avoir un bouclier thermique qui le protège de la rentrée atmosphérique. Et du coup, ce bouclier ne présentait pas le bon côté. Donc il a sérieusement chauffé aussi, vraiment. Et il s'est éjecté pendant qu'il était en train de tourner comme ça, en parachute. Il a fait 10 minutes de vol comme ça. Et il a atterri dans un champ où il a été retrouvé par des fermiers. Voilà, ça devait être quand même costaud. Hein. Voilà le truc à l'atterrissage, à quoi ça ressemble. C'est un peu moins confortable que les atterrissages d'Apollo, voilà, dans l'eau. Et je voulais vous montrer ça parce que pendant ce temps, il y a une fille qui se dit « Waouh, trop bien, je veux le faire ». Donc c'est Tereshkova. Bon, c'était pour la blague que je vous dis ça, parce qu'en vrai, les accidents de Gagarine, c'était pas connu, parce qu'on n'est pas dans le même système de communication que les États-Unis. Là, tout est classifié. Le vol de Gagarine, on le sait pas en direct, etc. Et évidemment, les déboires techniques sont restés un peu sous le tapis. Comment est-ce que Valentina Tereshkova arrive dans cette aventure? Alors, on va faire une toute petite bio classique. Donc, elle est née en 1937. Dans un village agricole au nord de Moscou. Elle travaille d'abord dans l'usine de filature de sa mère. À 22 ans, elle s'intéresse au parachutisme. Elle en fait, elle s'engage aux jeunesses communistes qui avaient en fait des stages comme ça de parachutisme, et elle devient même formatrice en parachute. Elle a 24 ans. Et là, elle décide de rejoindre le parti communiste. C'était une communiste convaincue dans l'âme. Après Vostok 1, il y a eu Vostok 2 avec German Titov dedans. Et là, le comité central, qui est donc l'organisateur de ces missions, décide de recruter des femmes. Sauf que le principe de recrutement des hommes, c'était qu'ils prenaient les pilotes d'avion de l'armée. Là, pas de femmes pilotes d'avion. Alors ils se disent, il y a quand même un truc touchy dans l'aventure, c'est le moment du parachute, comme on l'a vu avec Gagarine, donc prenons des parachutistes. C'est comme ça que Tereshkova se retrouve à pouvoir candidater. Et il y en a des centaines des candidatures, puisque comme je vous ai dit, les déboires de Gagarine sont classifiés. Et voici, j'ai retrouvé les critères de sélection. Donc solide pratique du parachutisme, on vient de le dire. Moins de 30 ans, moins de 170 cm la taille, moins de 70 kg. Et membre du parti, c'était pas, c'était pas inscrit, mais il semblerait, et on va le voir sur la suite, que ça peut aider. Voilà. Elle se retrouve très vite dans une shortlist de 5 femmes. Et en face, alors, il y a Tatiana Kuznetsova, 20 ans, record woman mondial de parachutiste et mathématicienne. Donc là, pour Tereshkova, ça commence à sentir un peu le roussi. Il va y avoir des épreuves comme
ce qui ressemble en fait à ce qu'on fait subir aux entraînements d'astronautes aujourd'hui. Donc elles doivent rester dans des pièces qui sont surchauffées et elles doivent faire des exercices de maths et des exercices de concentration en étant comme ça mises sous stress thermique. Des centrifugeuses classiques pour les préparer à l'inconfort du vol spatial. Elles sont isolées du monde extérieur pendant plusieurs jours dans des chambres, elles n'ont pas le droit de communiquer. Elles apprennent la navigation et l'instrumentation. Leur formateur, c'est Gagarine. Et donc Tereshkova arrive deuxième, évidemment. Et en fait, il semblerait, bon là c'est des sources, là je vous parle de, soit c'est des légendes numériques sur Internet, soit il n'y a pas de source directe, mais il semblerait que Gagarine l'apprécie plus, notamment par rapport à une forme de nationalisme qu'elle éprouvait déjà et qu'elle montrait déjà à cet âge-là, et donc c'est elle qui est sélectionnée. Là, c'est pour montrer, voilà, prendre un petit peu de recul sur toute cette histoire. C'est un schéma qui représente un peu la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. En rouge, l'Union soviétique, là c'est aux États-Unis. Les bandes, c'est en fait le nombre de personnes qu'ils ont mis dans l'espace. Et puis là, vous avez les réalisations techniques, les verrous techniques qui font sauter. Comme vous voyez, ils sont en avance sur les humains dans l'espace. Et donc, premier homme en orbite ici, c'est Gagarine. Première femme en orbite, ce sera Tereshkova ici. C'est juste un point parce qu'après, il n'y en a plus. La suivante, c'est Svetlana Savitskaya en 82. Donc, on est quand même bien après. Et juste après, Sally Ride, qu'on connaît bien en général, Sally Ride, qui est la première femme américaine dans l'espace. Donc, vous voyez, c'était quand même, voilà, quand on dit la première, c'est vraiment la première et ensuite que des hommes. Alors, elle va s'envoler donc dans une mission double, Vostok 5 et Vostok 6, c'est deux fusées qui vont décoller. En fait, juste avant, il y avait eu Vostok 3 et Vostok 4 avec deux hommes à bord, un dans chaque fusée. Ensuite, on aurait pu se dire peut-être deux femmes, mais non, finalement, c'est un homme et une femme. D'abord, c'est Valérie Bykovsky qui décolle le 14 juin et Valentina Tereshkova, elle, c'est le 16 juin. Et ils vont pendant un certain temps être ensemble, alors pas ensemble physiquement, mais leurs capsules seront toutes les deux ensemble en orbite. Son nom de code, c'est la mouette, Tchaïka. Petite anecdote, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le nom de code de Gagarine. Je ne sais pas s'il est connu. Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est le cèdre. Voilà. Assez rapidement en vol, donc il y a une caméra de télévision qui la filme, pas en direct, mais il y a une caméra, les techniciens depuis le sol peuvent la voir, et elle apparaît apparemment affaiblie, fatiguée, elle vomit, et elle échoue même au contrôle d'exercice manuel de son vaisseau, c'est-à-dire que le vaisseau est contrôlé depuis le sol, à un moment donné il lui donne les commandes en lui disant de faire telle ou telle manœuvre, et elle se rate, quoi. Donc au sol, donc c'est des manifestations en fait, du mal de l'espace que les astronautes ressentent encore aujourd'hui. Alors ils veulent faire une descente prématurée, elle refuse d'enclencher la descente prématurée, et elle reste, voilà. Elle va donc prononcer cette phrase, première phrase de la première femme dans l'espace, ici la mouette, je vois l'horizon, un ciel bleu avec une bande sombre, comme la Terre est belle. Elle va y rester 3 jours, elle fait 48 révolutions, comme je vous ai dit, elle a le mal de l'espace, mais elle refuse d'abréger son vol. Il y a alors sur Radio France à l'époque, il y a une retransmission d'un appel avec Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, et France Culture, on a fait un tout petit montage avec une traduction en français. Je trouvais ça assez émouvant de l'écouter. Et puis, écoutez bien parce qu'il y a une petite anecdote que je vous dirai après. Nous avons, dit-elle, commencé avec Bykovsky notre vol cosmique jumelé. Une liaison sûre par radio a été établie entre nos vaisseaux cosmiques. Nous naviguons à une distance rapprochée. Tous les systèmes de nos vaisseaux fonctionnent normalement. Nous nous portons bien. Et voici ce qu'a dit M. Khrouchtchev. Я вас очень хорошо слышал. Вас называют Чайка. Вы мне разрешите вас называть просто Валя, Валентина. Я очень рад. Je vous entends très bien. On vous appelle Mouette, mais permettez-moi de vous appeler tout simplement Valia, Valentina. Je suis très heureux et je suis fier, paternellement, qu'une fille de chez nous, une jeune fille du pays des Soviets, soit la première à voler dans l'espace en possession des moyens techniques les plus perfectionnés. Voilà, paternellement, bien sûr.
Ce qui est amusant, c'est que Valentina a raconté après, beaucoup plus tard, plusieurs années plus tard, dans une interview, que sa mère, en fait, n'avait aucune idée de ses activités, évidemment, d'entraînement. Elle pensait qu'elle faisait du parachute dans un centre pour l'armée soviétique. Et en fait, quand elle se doutait un peu de certaines choses, et quand elle a entendu Valentina, elle a compris que c'était sa fille qui était en orbite en ce moment. Voilà, ce qui est quand même. Donc on est vraiment dans une culture du secret qui n'a rien à voir avec la culture américaine. Et juste pour terminer, avant de passer la parole à mon illustre collègue, c'est cette interview que j'ai trouvée très belle, dont j'ai pris un tout petit passage. C'est Olivier Sanguy, que vous connaissez peut-être. C'est Olivier Sanguy, que vous connaissez peut-être, qui fait souvent des conférences ici, qui est allé la filmer. Et elle raconte en fait, en 2011, une petite avarie qui lui est arrivée. Et on va terminer là-dessus. Я должна сказать, что к космическому полету я готовилась вместе с другими девушками в то время, кандидатами на полет. Нас было всего 5 человек. Во-первых, Юрий Гагарин, уже слетал Герман Титов, и они, естественно, были нашими первыми друзьями. Я могу сказать, что мой космический корабль был сориентирован так и заложен в автоматику, что вместо того, чтобы тормозная двигательная установка, когда включится, не сталкивала корабль, а наоборот поднимала орбиту. И, естественно, я бы могла и не вернуться. Voilà, donc ça illustre bien le côté un peu ric-rac de la façon dont ils vont dans l'espace à ce moment-là, même si c'est des concentrés de technologie, même si c'est des avancées technologiques majeures, ça reste quand même un peu des bidouilleurs de l'espace. Voilà, pour finir, une jolie photo, Gagarine et Tereshkova ensemble. Une photo d'ailleurs qui ressemble un peu à une photo américaine quand même, je trouve. Là, ils ont fait un petit effort sur le glamour. Et on n'en a peut-être pas entendu parler de Tereshkova beaucoup après, parce que sa carrière politique est un peu moins glorieuse, on va dire. Je passe la parole à Sylvain. Merci beaucoup, Quentin. Donc là, on était sur un vrai défi technologique avec Valentina Tereshkova. On va passer sur un autre défi, presque sans transition, le défi de la mesure d'une constante fondamentale qui concerne la lumière. Donc Ole Christensen Rømer, de l'ombre à la lumière, il faut savoir que donc, à cette époque, donc, au XVIIe siècle, on pensait que la lumière allait être à vitesse infinie. Et en gros, on ne se posait pas de questions sur le temps que la lumière prenait pour aller d'un point à un autre. Ça se passait de manière infinie. Donc le temps était nul en fait pour aller d'un point à un autre. Alors Ole Christensen Rømer était quelqu'un de passionné d'astronomie. Donc il est né à Rus, au Danemark, le 25 septembre 1644. C'est un très bon élève. Il étudie les mathématiques et l'astronomie à Copenhague. Il est passionné par l'observation du ciel. Alors j'aime beaucoup cette image parce que vous voyez qu'il observe depuis chez lui, à travers une petite ouverture. Et puis, donc, je pense qu'au niveau de turbulence, c'est pas terrible. Et là, en plus, on voit des nuages, donc je ne sais pas trop ce qu'il observe, mais en tout cas, il a l'air vraiment passionné. Et il se fait remarquer par ses professeurs et il réussit, comme il fait des études brillantes, il réussit à décrocher un stage de Master 2, donc un stage de Master 2 de quelques mois, à l'observatoire astronomique d'Uraniborg, qui était sur l'île de Ven, une île de Danemark à l'époque, et qui était un observatoire dirigé par l'astronome Tycho Brahe. Alors Tycho Brahe, j'en parlerai pas ici, mais c'est un astronome assez extraordinaire qui fait des observations les plus précises sans avoir aucun instrument optique. Il avait juste des instruments de pointage tels qu'on les voit ici. Là, vous avez un quart de cercle par exemple, et il mesurait les positions des astres dans le ciel, dont en particulier la position de la planète Mars, qui va être utile à Kepler pour faire le modèle de rotation des planètes autour du Soleil. Et ce que j'aime beaucoup sur cette image, c'est, vous voyez, la taille de Tycho Brahe, donc il est directeur de cet observatoire, par rapport à ses assistants, qui eux sont tout petits. Donc là, vous avez une image de l'observatoire, qui était un très bel observatoire. Et donc, Rømer effectue un stage là-bas, et il rencontre beaucoup de personnages très importants pour lui, dont l'astronome et le géodésien français Jean Picard. Vous voyez, la science était déjà cosmopolite à l'époque, dont j'en parlerai puisqu'il va mesurer en 1672 la distance de Mars qui va nous être utile pour plus tard.
Donc, que font Picard et Rømer? Le sujet de stage de Rømer, c'est d'observer les satellites de Jupiter et, donc, qui ont été découverts en fait, quelques décennies auparavant, et en particulier les éclipses de Io, qui est un satellite qui tourne en 42 heures autour de Jupiter. Et leur idée, c'est de mesurer précisément l'instant précis où Io commence à être éclipsé, c'est-à-dire passe dans le cône d'ombre de Jupiter. Vous voyez que là, en fait, Io éclipse le Soleil vu de Jupiter, mais en fait, quand Io tourne un petit peu plus, il va être éclipsé lui-même et passe dans le cône d'ombre de Jupiter. Donc Picard et Rømer ont pour but de mesurer ces instants-là, et ils observent 140 éclipses de Io. Alors pourquoi faire ce travail? Ce n'est pas uniquement pour l'amour de la science à cette époque qu'ils font ce travail, c'est qu'en fait, il y a un besoin, une nécessité, et en fait, ils vont Cassini, donc, qui est le directeur de l'observatoire, de Paris, qui est ici, c'est Louis XIV qu'on voit ici. Cassini est recruté pour diriger l'observatoire de Paris, qui va en fait s'installer dans ce qui devait être le lieu des académiciens, mais les académiciens des sciences ont préféré rester quai de Conti parce que c'était plus central pour eux, et s'exporter en banlieue lointaine, puisque là, ça équivaut maintenant à la place d'Enfer-Rochereau. Pour eux, c'était trop loin. Par contre, les astronomes, ça les intéressait, puisqu'ils avaient un ciel qui était beaucoup plus pur, entouré de monastères autour, et donc ils pouvaient faire des observations. Donc Cassini prend la direction de cet observatoire. Et en fait, le débat qu'il y avait à l'époque, c'était d'arriver à déterminer précisément les longitudes sur Terre. En effet, on détermine facilement la latitude en mesurant la position d'une étoile, l'angle d'une étoile, par exemple l'étoile polaire par rapport à l'horizon. On arrive à déterminer comme cela la latitude, mais la longitude, on a besoin d'une horloge très précise. Or, les horloges ne sont pas assez précises. À l'époque, on a des grands sabliers qu'on emporte sur les bateaux, mais du coup, ça fait des grandes erreurs qui s'accumulent au cours le long de la durée du voyage. Et donc, il y avait un besoin d'avoir une horloge plus précise pour pouvoir en fait savoir où on était sur les mers, ce qui permettait de ne pas rater la destination, mais ce qui permettait aussi d'éviter les récifs qu'il pouvait y avoir sur la mer. Donc l'idée, c'était vraiment que Louis XIV et sa flotte puissent dominer les mers. Il fallait trouver un moyen d'avoir une longitude précise. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques décennies auparavant, Galilée avait découvert des satellites autour de Jupiter. Il en avait découvert 4, qu'il a appelés les satellites médicéens en honneur à Cosme de Médicis. Et ces 4 satellites, tournant autour de façon très régulière autour de Jupiter, pouvaient offrir une horloge cosmique visible de partout sur Terre, si Jupiter était visible et si le temps le permettait, évidemment. Donc ça pouvait permettre d'avoir une horloge cosmique qui pouvait donner du coup, la longitude. En plus de cette horloge cosmique, il nous fallait un modèle pour pouvoir prédire le temps de rotation du satellite, et ce modèle-là, il a été donné par Kepler, justement. Kepler, il avait travaillé plutôt donc, sur les observations de Mars pour prédire son mouvement. Il a montré que c'était un mouvement elliptique, et il a même montré ces 3 lois de Kepler que probablement vous connaissez, qui permettent de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Mais en fait, ce modèle de Kepler s'applique aussi à des satellites tournant autour d'une planète telle que Jupiter. Donc en combinant les observations des satellites de Jupiter avec ce modèle de Kepler, on pouvait déduire précisément les moments où les satellites allaient passer derrière la planète Jupiter. Donc c'est cela que, du coup, on appelle les éclipses des satellites de Jupiter. Donc vous voyez ici la Terre, le Soleil, Jupiter est là. Les satellites de Jupiter, donc on parle là des satellites Io, Europe, Ganymède, Callisto, les satellites dits aujourd'hui galiléens. Ils vont donc passer derrière Jupiter, entrer dans le cône d'ombre provoqué par Jupiter, et on ne les voit plus depuis la Terre, depuis ce moment-là, jusqu'à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est que ces scientifiques-là chronomètrent, en gros, quand est-ce que les satellites vont entrer dans le cône d'ombre et en sortir. Alors, il se trouve que Cassini se passionne pour ce problème, pour aider justement à déterminer plus précisément les longitudes. Donc il observe les satellites de Jupiter pendant 2 ans, entre 1666 et 1668, et il s'aperçoit que les éclipses se produisent de plus en plus en avance au fur et à mesure que les planètes Jupiter et la Terre se rapprochent
sur leur orbite respective. Donc la lumière met en fait de moins en moins de temps à parcourir la distance de Jupiter à la Terre. Alors, Cassini réfléchit à ça. Donc là, vous avez le Soleil qui est ici, la Terre sur son orbite, Jupiter sur son orbite, et donc les satellites ils sont autour de Jupiter. Hein. Et donc ce qu'on observe, c'est que si Jupiter est en opposition, c'est-à-dire que vous avez Soleil, Terre et Jupiter alignés comme ça, eh bien la lumière va de Jupiter, de l'orbite de Jupiter à l'orbite de la Terre. Mais si Jupiter est en quadrature, c'est-à-dire que vous avez un angle de 90 degrés ici, entre Soleil, Terre et Jupiter, ici, eh bien la lumière va de l'orbite de Jupiter à l'orbite de la Terre, mais il lui faut encore parcourir le rayon de l'orbite de la Terre. Donc vous ajoutez en fait cette distance-là. Et donc Cassini se rend compte que ce retard qu'il observe est dû probablement à la vitesse finie de la lumière. C'est-à-dire que la lumière ne va pas à une vitesse infinie. Et il écrit « Cette inégalité semble due à la lumière, prenant du temps pour aller du satellite jusqu'à nous, entre 10 et 11 minutes, pour traverser une distance égale au demi-diamètre de l'orbite terrestre. » Et il écrit cela le 22 août 1676 à l'Académie royale des sciences. C'est une idée révolutionnaire à l'époque, je vous l'ai dit, tout le monde pensait que la lumière se propageait instantanément, à une vitesse infinie. Pourtant, ce qui était étrange, c'est que Cassini abandonne ce raisonnement, et il l'abandonne sur des faits expérimentaux de mesure, parce que les autres satellites ne montrent pas un tel retard, ou pas de manière aussi régulière. Donc, comme il ne comprend pas tout, il laisse tomber complètement sa proposition. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que les autres satellites sont beaucoup plus perturbés par des interactions mutuelles de gravitation, et du coup, ils ont des orbites plus compliquées. Mais ça, ils ne le savaient pas à l'époque. Rømer, dès son arrivée à Paris, il poursuit ce travail. Il ajoute toutes les observations qu'il avait faites avec Picard depuis Uraniborg à celles de Cassini sur une période de 11 ans. Il faut savoir que la période orbitale de Jupiter, c'est 12 ans. Donc entre 1666 et 1677. Il y a un décalage temporel en fait, de 10 secondes par orbite de Io. Si vous accumulez ça sur, en gros, 3 ans, vous arrivez à un retard de 11 minutes. Et alors, ce que fait Rømer, c'est qu'il a observé, il en tire ce retard, et puis ensuite, il peut prédire. Et les savants, à cette époque-là, adorent prédire. Donc, en fait, il va prédire quand est-ce que va se produire une éclipse de Io en tenant compte de ce retard qu'il a observé. Et c'est ce qu'il fait. Et ça marche. Et donc, il le présente dans l'Académie des sciences, en septembre 1676. Il prédit que l'éclipse de Io, qui était prévue le 9 novembre, se fera avec 10 minutes de retard. La prédiction est couronnée de succès. Rømer montre ainsi que la vitesse de la lumière est finie et que le temps mis par la lumière pour traverser l'orbite de la Terre est égal à 22 minutes. Là, vous avez des schémas qui proviennent de l'article qui a été écrit par le secrétaire de l'Académie. Donc vous voyez Jupiter, ses satellites, vous voyez le cône d'ombre qui est ici, le Soleil, la Terre, et donc vous voyez le temps que met la lumière à parcourir. Et donc il dit, il ne s'ensuit pas pourtant que la lumière ne demande aucun temps, donc ça veut dire que sa vitesse est finie, et là il donne le chiffre de 22 minutes. Le temps mis par la lumière pour traverser l'orbite de la Terre est de 22 minutes, c'est-à-dire 2 fois 11 minutes. Vous remarquez qu'à l'époque, on ne connaît pas la distance Terre-Soleil, donc à la fois Cassini et Rømer donnent les valeurs en minutes, qui correspondent au temps mis par la lumière pour aller d'un point à un autre. Vous remarquez aussi que la publication est seulement au nom de Rømer. Pourtant, il semble que Rømer a demandé à Cassini, a même proposé à Cassini de signer complètement l'article. Et Cassini a dit que non, comme lui, il avait déjà publié un truc, mais qu'après, il croyait que c'était faux. Il avait laissé la primeur à Rømer. Donc, il n'y a pas eu de polémique entre les deux. Plus d'un siècle plus tard, Jean-Baptiste Joseph Delambre va utiliser la même méthode que Rømer, donc je vous montre un petit peu les calculs que ça donne, avec des instruments plus précis, et il mesure un temps de 8 minutes 12 secondes, qui correspond donc à la distance Terre-Soleil, et qui correspond à la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde. Là, vous avez le manuscrit de Delambre sur une éclipse de Io vue depuis Prague le 7 janvier 1800. Aujourd'hui, on ne tente plus d'affiner la mesure de la vitesse de la lumière. C'est une constante, elle est fixée, et la constante est exactement égale à 299
1792,458 km par seconde, ce qui correspond à un temps de trajet du Soleil à la Terre de 8 minutes et 19 secondes. Et donc là, vous avez une belle image de Jupiter qui a été prise avec le James Webb Space Telescope, le nouveau télescope spatial qui est le successeur de Hubble. Et donc, on peut se demander où est Io. Alors malheureusement, en fait, on ne voit pas Io sur cette image, mais on voit un pic de diffraction, c'est-à-dire qu'on voit un bout de la lumière de Io qui est diffractée sur l'image. Donc, c'est encore une question de lumière, évidemment. Qu'est devenu Rømer ? Alors Rømer, en montrant que la vitesse de la lumière est finie, eh bien, ne permet pas d'utiliser les satellites de Jupiter comme horloge cosmique. Donc il n'a pas permis à la marine française de prendre le dessus sur les mers avec une horloge céleste. Et en fait, ce sont les Anglais qui vont fabriquer une horlogerie bien plus précise. Bon, ça, c'est dommage. Mais Louis XIV, sans rancune, l'a quand même nommé précepteur du Dauphin en astronomie. Et Rømer a ensuite inventé l'échelle de température qu'on appelle aujourd'hui l'échelle de température Fahrenheit. Mais ce qui est plus étonnant, moi je ne le savais pas, je me suis rendu compte, c'est qu'il a aussi inventé les premières lumières de rue qu'il a mis en place à Copenhague, alors qu'il était chef de la police de Copenhague. Donc je me dis que la lumière mène à tout, et que peut-être qu'un jour je serai chef de la police à Paris. Voilà, et donc le souvenir de Rømer réside pour l'éternité à l'Observatoire de Paris. Donc l'Observatoire de Paris qui avait été dirigé un temps par Urbain Le Verrier, donc vous avez vu la plaque, et donc si on zoome là-dessus, l'astronome danois Olof Rømer a découvert la vitesse de propagation de la lumière à l'Observatoire de Paris en 1676. Et donc vous voyez que là, il a déterminé précisément, plus ou moins précisément, en tout cas il a montré que la vitesse de la lumière était une constante finie. Ce qui lui manquait, on a vu, c'était la valeur de la distance Terre-Soleil, et ça on y reviendra, mais après que mon illustre collègue ait repris la parole. Merci Sylvain. Effectivement, on va passer à un troisième défi, avant-dernier, Vera Rubin, que j'ai sous-titré « Dans l'ombre de la matière noire », et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, Vera Rubin, donc là on change complètement de période, on est au début du XXe siècle, elle est née à Philadelphie en 1928. Alors elle, ce qu'on raconte de sa vie, c'est élève excellente, passionnée d'astronomie tout de suite. À une dizaine d'années, elle utilise déjà un télescope de 13 cm et elle va rentrer au Vassar College, qui est un collège féminin jusqu'en 1969, où elle va avoir accès à un télescope de 40 cm. Donc elle est à fond dans l'astronomie, tout de suite. Elle rencontre le physicien Richard Feynman, et c'est la petite anecdote, en même temps elle rencontre son futur mari, Robert Rubin, qui travaille avec Feynman et qui est venu avec lui visiter les étudiantes du Vassar College. Sa vie à Vera Rubin, elle va être rythmée, un peu, on va dire, par une forme de sexisme ambiant, et je me rends compte qu'avec Tereshkova, moi, du coup, je suis le féministe de service ce soir, et je le revendique, du coup, c'était pas fait exprès. Elle raconte qu'elle a été... Elle raconte qu'elle a été refusée de Princeton pour des raisons de genre. On lui a expliqué qu'il n'y avait pas de femmes en astronomie. Et pendant son doctorat, ça lui est arrivé plusieurs fois qu'elle ne puisse pas aller au labo de physique quand il y avait les hommes dedans. Voilà, donc pourtant, années 60-70, mais c'était encore assez compliqué pour elle. Elle s'accroche. En 1948, elle commence ses études d'astronomie à l'université Cornell, qui est une très bonne université américaine. Elle effectue sa thèse avec une astronome qui s'appelle Martha Starr. Et elle étudie la distribution de vitesse dans les galaxies, c'est-à-dire à quelle vitesse tournent les étoiles qu'on voit dans les galaxies. Et petite anecdote, à son époque, il n'y avait que 108 galaxies connues. Après la lecture de son manuscrit, encore un coup, le directeur du département lui dit que ça devrait être une publication à l'association astronomique américaine d'astronomie, mais en son nom. Voilà, pourquoi pas. Finalement, elle décide d'y aller. C'est ses parents qui l'emmènent en voiture. Elle fait un talk de 10 minutes qui apparemment était un succès, avec un brouhaha de réactions, un peu hostile, un peu enthousiaste, mais bon, elle a bien fait d'y aller. Ensuite, elle rencontre
voilà, elle va faire une rencontre décisive avec le physicien Georges Gamow, qu'elle rencontre via son mari qui travaillait avec un élève de Gamow, voilà pour les anecdotes. Et c'est Gamow qui va l'inciter à publier cette fois-ci une thèse, non plus de master, mais une thèse de doctorat, sur les fluctuations, qui s'appelle Fluctuation in the Space Distribution of the Galaxies. Et avec ça, elle va obtenir un poste de chercheur à Georgetown University. Elle aime raconter elle-même dans sa biographie qu'à ce moment-là, elle avait 4 enfants et elle avait arrêté ses études du jour et elle allait au cours du soir pour faire toute sa thèse. Je remercie Françoise Combe en fait pour toutes ces anecdotes. C'est elle qui les a racontées. Et notamment, en fait, elles se sont rencontrées aux Ouches, une école d'été assez célèbre où Vera Rubin venait en bateau avec toute sa famille. Et en 1962, et c'est là que commencent les sujets qui vont nous intéresser au niveau scientifique, elle est au télescope de Palomar et avec des étudiantes, elle commence à faire des courbes qui ressemblent à ça. Alors on comprendra tout à l'heure ce que veulent dire ces courbes, mais ce qu'on appelle des courbes plates, et c'est là que les choses vont se corser, ce sont des courbes de distribution de vitesse. Pour les comprendre, petite équation, je vous rassure, il n'y en a qu'une, et elle n'est pas trop difficile, c'est l'équation de vitesse de rotation des objets, donc céleste, donc là c'est la vitesse de rotation, et de l'autre côté vous avez la constante de gravitation de Newton, vous avez la masse intérieure de votre système, c'est-à-dire que c'est une équation qui vous donne la vitesse de rotation par rapport au centre du système, et là vous devez prendre en compte toute la masse qui est à l'intérieur du rayon duquel vous voulez calculer l'orbite, et c'est tout ça divisé par le rayon dans une racine carrée. Si là la racine carrée, si vous ne savez pas ce que c'est, comme le dirait Pierre Thomas, c'est pas votre faute, c'est la faute du système éducatif. Voilà. Elle marche hyper bien. Alors c'est hyper simplifié, bien sûr, Vera Rubin utilisait des équations beaucoup plus compliquées, mais le principe à comprendre, c'est celui-là. Et si on prend dans le système solaire, ça marche hyper bien. Le système solaire, donc plus de 99% de la masse du système solaire, c'est le Soleil. Donc c'est très simple. Ce terme-là, c'est en gros, c'est la masse du Soleil. Et le R, là, donc c'est la distance par rapport au Soleil. Donc on va regarder l'équation, on va la voir bouger, on va la voir évoluer. On va partir d'ici, là, il y aura un petit point rouge, et puis plus on va s'éloigner, donc vous allez voir le rayon s'agrandir, et vous allez voir comment la vitesse change. Donc si on part de là, est-ce que ça va fonctionner ? Oui. Du coup là, ça c'est en millions de kilomètres, et vous voyez que qu'est-ce qui se passe ? Plus on s'éloigne, on s'approche de la Terre, moins on tourne vite. Voilà, c'est assez simple, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc 150 millions de kilomètres carrés, on trouve 30,1 km par seconde, c'est la vitesse de rotation de la planète Terre sur son orbite. Voilà. Si on projette ça en courbe, ça donne ça. Voilà à quoi ressemble la courbe de vitesse de rotation par rapport à la masse. On trouve bien Mercure ici, par exemple, la Terre ici. Les courbes bleues, c'est si vous mettez une plus grosse masse que le Soleil, vous tournez plus vite. Ça paraît logique. Si vous mettez une plus petite masse, vous tournez moins vite. Voilà, jusque-là ça va, on n'a perdu personne avec l'équation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que faisait Vera Rubin, c'est d'appliquer ça à une galaxie. Et plus à des planètes par rapport à leur étoile, mais à des étoiles par rapport au centre de la galaxie. C'est-à-dire à quelle vitesse ces étoiles, donc là vous voyez une belle image de la galaxie d'Andromède, au passage qu'on a vu tous les soirs à la ferme des étoiles, c'était magnifique, objet M31. Et donc là, on va calculer à quelle vitesse tournent les étoiles de la galaxie d'Andromède autour de son centre. D'accord ? Donc là, on fait un zoom dans le carré rouge, et voilà la courbe qu'on trouve, donc courbe théorique d'après l'équation. Et là, pourquoi ça monte au début ? Parce que, comme je vous l'ai dit, là, c'est masse intérieure de votre orbite. Donc en fait, plus vous vous éloignez, plus vous prenez de la masse, parce que vous prenez la masse de toutes les étoiles qui sont à l'intérieur de votre orbite. D'accord ? Donc plus vous vous éloignez du centre, plus vous tournez vite, et ensuite, ça ralentit un peu. Et ce que va faire Vera Rubin, donc, c'est, je vais vous remettre là les courbes qu'on a vues tout à l'heure, quand on ne les comprenait pas trop. Là, vous commencez à comprendre les courbes, normalement. Là, vous commencez à comprendre ce que c'est que ça, là. Ce trait-là, c'est la courbe théorique qu'on vient de voir. Ça ressemble quand même furieusement à cette courbe verte, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est les points. Elle est bizarre cette télécommande quand même. Oui. Ça, ce que vous voyez là, c'est les points, c'est les mesures d'étoiles et leur vitesse de rotation. Puis ça ressemble un peu, mais quand même, je pense qu'elle et ses étudiants, c'est ce qu'elle raconte dans ses mémoires, dans les interviews, c'est que c'est là que les choses commencent. Alors un peu de contexte quand même, elle n'a pas inventé ces recherches-là. Dans les années 30, un astronome
Fritz Zwicky calcule la masse des amas de galaxies en utilisant leur vitesse. Et lui, il commence à parler de matière noire, c'est-à-dire il semblerait qu'il manque de la masse, il manque quelque chose pour que les courbes collent. Jean Oort, il voit la même chose au voisinage de la Voie lactée. Et là, en fait, à ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est que c'est simple, c'est qu'en fait, il y a de la masse qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas forcément de la matière noire telle qu'on l'appelle aujourd'hui, mais c'est peut-être des choses qui n'envoient pas de lumière, tout simplement, des objets sombres, des Jupiters sombres ou des naines brunes. Ça, c'est une anecdote, c'est que dans un texte de Poincaré, d'accord, il y a cette citation que je trouve assez belle par rapport à la matière noire. Il y a des étoiles que nous voyons parce qu'elles brillent, mais y aurait-il pas des étoiles obscures qui circulent dans l'espace? Pouvons-nous considérer que l'évolution de la Voie lactée a commencé quand la matière était encore noire? Voilà, donc on aime bien dire que Poincaré avait tout inventé. Ben voilà. Là, Vera Rubin, donc là c'est elle. Elle travaille à ce moment-là au Carnegie Institute en 1965. Elle est d'ailleurs, pour continuer les anecdotes sur cet aspect-là, la première femme à y être employée depuis l'histoire du Carnegie. Elle collabore avec un astrophysicien qui s'appelle Ken Ford. Et en fait, ils utilisent un tube amplificateur. Et c'est vraiment ce tube-là qu'on voit qui va vraiment leur permettre de faire une révolution. Et ils vont prendre pas mal de photos des galaxies et ils vont regarder en fait tout simplement, ça paraît simple quand on le raconte comme ça, la vitesse de rotation. Donc voilà, ça c'est des plaques du type de celles que Vera avait, c'est elle qui a fait ces points. Et donc elle choisit, vous voyez, des étoiles qui sont en circonférence comme ça de la galaxie et elle va regarder à quelle vitesse elle tourne. Et son résultat final, la courbe qui est devenue célèbre, c'est celle-ci. Donc voilà, en bleu, c'est les points qu'elle va mettre pour la galaxie d'Andromède. Et vous voyez que par rapport à la courbe théorique qu'on avait tout à l'heure, on a quand même une sacrée différence. Et donc va commencer à se développer avec elle cette idée du halo de matière noire qu'il faut rajouter. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il faut rajouter comme masse pour arriver à ce qu'on observe. D'accord ? Alors, elle n'a pas inventé le concept de matière noire, elle n'a pas inventé l'équation de la vitesse de rotation, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en faire un énorme paquet de courbes. Ça, à chaque fois, c'est un objet différent, une galaxie différente. Et c'est vraiment elle qui va populariser ce sujet, qui va vraiment le tenir à corps et qui va permettre d'aboutir au consensus qu'on a aujourd'hui, qui est qu'on est dans un univers avec 5% de matière baryonique, la matière qu'on voit, la matière qui nous constitue, 25% de matière noire et 70% d'énergie noire. L'histoire, pour elle, se finit dans les hommages, toutefois quand même. Pardon, c'est... Oui. Donc on va construire un télescope qui est en cours de construction et bientôt fini au Chili, qui va s'appeler le Vera Rubin Observatory, et c'est aussi le premier observatoire qui porte le nom d'une femme. Et puis pour terminer, je vous conseille une très sympathique BD de Camille Vambel sur les oubliés de la science, qui a un petit chapitre sur Vera, et je vous laisse du coup terminer avec une petite slide sympathique. Et je vais laisser la parole à mon collègue. Voilà. Ouais, je ne sais pas si je dois te remercier là avec le. Non, merci Quentin. Alors là, vraiment sans transition aucune. Donc vous vous souvenez, avant la matière noire, nous parlions de la vitesse de la lumière qui avait été déterminée par Euler-Römer. Donc c'était au XVIIe siècle. Et là, nous allons sauter un siècle et nous allons parler de Guillaume le Gentil, donc, qui a vécu au XVIIIe siècle. Et nous allons parler des transits. Ah oui, pardon. Finalement, il y a un lien. Transit de Vénus. Je n'avais même pas remarqué. C'est Quentin qui a voulu faire dans cet ordre-là. Donc maintenant, je comprends pourquoi il a voulu faire dans cet ordre-là. Ça y est. Donc en fait, Guillaume le Gentil, je vais dire Guillaume le Gentil, parce que sinon c'est Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste le Gentil de la Galésière. Voilà, ça fait bien. Donc il était astronome à l'Observatoire royal de Paris, nommé en 1750, et membre de l'Académie royale des sciences, nommé en 1753. Et donc cet astronome va devenir célèbre parce qu'il voulait observer les transits de Vénus. Alors, pourquoi observer les transits de Vénus? Alors d'abord, il faut dire que les transits sont rares. Donc les deux derniers transits, ils arrivent par paire. Les deux derniers étaient en 2004 et en 2012. Et donc, si vous les avez ratés,
Malheureusement, personne dans la salle ne verra les prochains, puisque le prochain, il sera en 2117. Souvent, on dit, bon, les plus jeunes, peut-être, voilà, je pense que même les plus jeunes, voilà. Alors, pourquoi les observer? Eh bien, parce qu'en fait, donc là, c'est Vénus qui passe devant le Soleil. Donc, un transit de Vénus, c'est en fait une éclipse. D'accord, donc, il y a quand même un lien avec ce qu'on racontait tout à l'heure sur les éclipses de Io qui passent derrière Jupiter. Là, c'est Vénus qui passe devant le Soleil. Donc, vous voyez, le Soleil est beaucoup plus grand, évidemment. Le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre. Vénus a une taille similaire à la Terre. Donc, quand Vénus passe devant le Soleil, eh bien, ça fait... voilà, on voit un petit point rond, petit. Et en fait, eh bien, ces transits de Vénus vont permettre de mesurer enfin, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les astronomes, d'avoir une mesure précise de la distance Terre-Soleil, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Je vous ai dit tout à l'heure, Euler-Römer, il donnait toutes les valeurs, Cassini aussi, il donnait les valeurs en minutes. Combien de temps mettait la lumière pour traverser toute l'orbite de la Terre, le rayon de l'orbite ou le diamètre de l'orbite. Donc on ne connaissait pas la valeur. Les anciens s'étaient cassés les dents, mais à beaucoup de facteurs près. Ils trouvaient des valeurs qui étaient complètement ridicules, de l'ordre de 10 millions de kilomètres, parce que c'est compliqué à déterminer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un certain Picard, je vous ai parlé aussi de Cassini. Eh bien, Cassini et Picard, ils étaient à Paris, et en même temps que Jean Richer, qui se trouvait à Cayenne, ils ont fait des mesures de la position de la planète Mars dans le ciel. Pourquoi ils ont fait ça? Pour mesurer ce qu'on appelle la parallaxe. Alors, l'angle de parallaxe, c'est un gros mot, mais pour quelque chose d'assez simple, c'est que ça nous permet en fait d'obtenir la distance d'un objet. Si moi, par exemple, je mesure l'angle de quelqu'un qui est au premier rang, Pierre Thomas, pour ne pas le nommer par exemple, et que je prends pour référence un point qui est loin derrière, je fais une mesure ici, je marche un petit peu, je refais une même mesure Pierre Thomas par rapport à quelque chose qui est derrière, donc je fais la différence des angles, je mesure ma distance là que j'ai parcourue, eh bien ça va me donner la distance de mon astre Pierre Thomas. C'est beau. Si Pierre Thomas s'était mis au dernier rang, je n'aurais pas pu l'utiliser. Merci. Et donc ce que Cassini, Picard et Richer font, c'est qu'ils vont mesurer la distance, la position de Mars. Lorsqu'elle est en opposition dite favorable, le Soleil, la Terre et Mars sont alignés de cette manière-là, et en mesurant l'angle ici, ils obtiennent la distance Terre-Mars, et ils peuvent aussi en déduire la distance Terre-Soleil, parce qu'entre les deux, ils ont obtenu la distance Soleil-Mars. D'accord ? Après, c'est juste une soustraction. Donc en fait, c'est une méthode qui est facile à utiliser, qui est uniquement trigonométrique. Ils font ça et ils obtiennent 138 millions de kilomètres. Ce qui est mieux que les 10 millions que je citais tout à l'heure, mais ce n'est pas encore la bonne valeur. Donc il faut utiliser autre chose. Et cette autre chose, c'est justement Vénus, qui va être la cible. Et l'idée, là, c'est, vous êtes sur la Terre, vous avez le Soleil. Vénus est une planète intérieure. Donc Vénus, on la voit toujours, elle est toujours entre le Soleil et nous. D'accord ? Donc on va la voir au lever et au coucher du Soleil. On ne la verra jamais en pleine nuit comme Mars, qui est une planète extérieure, qui a une orbite plus lointaine que celle de la Terre. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est le Vénus qui passe devant le Soleil. Et donc ce qu'on va faire, c'est des mesures. On se met à différents endroits sur Terre. On va chronométrer le moment où Vénus commence à éclipser le Soleil et le moment où elle en sort. Et le passage dure à peu près entre 6 et 8 heures. Et là, je vais vous montrer un petit diagramme un peu compliqué, mais vous allez voir qu'en fait, ça s'explique. Ici, vous avez la Terre. Là, vous avez Vénus qui passe devant le Soleil. Donc là, vous avez les images des ombres de Vénus. Donc si vous êtes au point A, eh bien, vous allez mesurer l'angle de Vénus par rapport au Soleil. Si vous êtes au point B, vous mesurez l'angle de Vénus par rapport au Soleil. Et en fait, vous ne voyez pas Vénus exactement au même endroit. Et cette différence des deux angles, c'est justement l'angle de parallaxe. Et vous faites cette mesure lorsque Vénus commence à éclipser et lorsque Vénus sort de cette éclipse. Enfin, finit d'éclipser le Soleil. Donc c'est de la trigonométrie simple, je ne vais pas détailler. Il y avait un cours fil rouge que j'ai fait là-dessus mardi, où j'ai détaillé les équations. On obtient la valeur assez facilement, juste avec des petites équations trigonométriques qui ne sont pas compliquées. Qu'est-ce qu'on voit réellement quand on fait ça ? On voit ça. Donc là, c'est la mesure du transit de Vénus qui a été fait en 2004, le 8 juin 2004, vu depuis deux lieux distincts
Ici, Dijon en France. Là, Saint-Louis depuis l'île de la Réunion. Donc en France métropolitaine, et là, Saint-Louis depuis l'île... Alors je vous avoue que je ne sais plus, j'ai peut-être inversé en fait. D'accord, c'est peut-être Dijon ici et Saint-Louis ici. C'est peut-être pas très grave. Puisque de toute façon, en fait, vous voyez que comme ça, on ne voit pas trop de différence. Alors en fait, si on les superpose, donc là, c'est la première image, celle de gauche, là, et si je mets la deuxième, vous voyez qu'il y a un petit décalage. Donc en fait, vu que vous êtes à quelques milliers de kilomètres de distance, vous ne voyez pas Vénus au même endroit sur le ciel. Donc du coup, vous ne voyez pas Vénus au même endroit sur le Soleil. D'accord ? Et donc c'est cet angle-là que les observateurs doivent mesurer. Donc dans les années 1750, comme les astronomes veulent affiner cette mesure de la distance Terre-Soleil pour avoir une meilleure idée de la taille du système solaire, eh bien tous les astronomes ne parlent que du transit de Vénus, et donc le premier de la paire va arriver le 6 juin 1761. Et donc l'Académie va charger plusieurs astronomes, va leur dire d'aller à différents points du globe, va les répartir pour aller observer ce transit. Et le gentil, il est chargé par l'Académie d'aller observer ce transit pour déterminer la distance Soleil-Terre, dans une zone qui est favorable à l'observation. Il faut que le Soleil soit assez haut dans le ciel, etc. Et il a choisi les tropiques, et plus particulièrement Pondichéry, qui est un comptoir français en Inde à l'époque. Donc voilà, je vous montre à chaque fois des petites images de transit qui sont jolies. Là, vous avez le Soleil avec des taches solaires, et vous avez une tache toute ronde. Ça, donc, c'est pas une tache solaire, c'est bien Vénus. À 35 ans, le gentil embarque donc à Brest. Il n'était jamais sorti de la France. Il embarque à Brest le 26 mars 1760, donc 15 mois avant le transit. Les voyages, ça se préparait longtemps à l'avance à l'époque. On ne prenait pas un avion pour assister à un congrès le jour d'après. Direction Pondichéry, il part à bord de ce bateau, le Berryer. Il emporte des lunettes astronomiques parmi les plus performantes de l'époque, et il sait qu'il part pour longtemps. Voilà, il sait qu'il part pour longtemps, pour de longues distances. Et donc 4 mois plus tard, après être parti de Brest, il arrive le 10 juillet 1760. Il atteint l'île de France. Alors pas l'île de France qu'on connaît, l'île de France qui est en fait à l'époque le nom de l'île Maurice. Donc à côté de Madagascar ici. Jusque-là, tout va bien. Première mésaventure. La guerre de 100 ans est déclarée entre la France et l'Angleterre. Donc d'ailleurs, 7 ans, c'est moins que l'espacement temporel entre deux transits de Vénus, qui lui est de 8 ans. Donc c'est impossible pour lui d'aller à Pondichéry. Alors il se dit, bon ok, il refait des calculs, et il voit qu'en fait, s'il va sur l'île Rodrigue, qui a quelques jours de bateau, il peut observer le transit. Donc voilà, il se dit, pas de souci, je change de plan. Mais en fait, le 19 février 1761, il y a une frégate, la Sylphide, qui arrive de France, qui est assez rapide pour aller à Pondichéry, donc qui se trouve ici, en 2 mois, et donc le gentil embarque le 11 mars 1761. Il est super content, il va où il voulait aller depuis le début. La Sylphide au début, donc le bateau, la frégate, là, elle bénéficie de vents excellents, elle va très vite, elle arrive jusqu'au passage du 7e parallèle, et là, apparemment, d'après ce que écrit le gentil, le capitaine navigue n'importe comment. Donc le gentil fait des calculs, il dit au capitaine où il faudrait aller, le capitaine dit non, c'est moi le capitaine, c'est moi le chef, je vais par là. Et donc finalement, il se retrouve en plein dans la mousson, ce qui ralentit la frégate. Des fois, elle ne bouge pas du tout, elle erre 1 mois en faisant des tours dans l'océan Indien, et au final, elle atteint Mahé, qui est sur la côte de Malabar, donc à l'ouest de l'Inde, donc de l'autre côté de Pondichéry, le 24 mai 1761. Mais là, il y a un bateau qui arrive, un bateau plutôt ami, ce ne sont pas des Anglais, qui leur dit, qui se met à côté, qui leur dit, il ne faut surtout pas aller à Pondichéry, les Anglais viennent de le prendre. Donc le 30 mai 1761, ils font demi-tour. Voilà, le capitaine décide de faire demi-tour direction l'île de France. Le gentil prie le capitaine de le laisser débarquer sur une île n'importe où. Le capitaine dit non, c'est moi le seul maître à bord, je fais ce que je veux. Le gentil, il avait des lettres du roi, il avait des lettres de l'Académie, évidemment, et donc il a montré tout ça, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il est de retour vers l'île de France. Pendant son retour, eh bien, il observe le transit, mais depuis le bateau. Depuis le bateau. Donc le ciel est super clair, aucun nuage, il voit le soleil, il pointe ses instruments, vous pouvez imaginer, essayez de le faire, pointer une lunette astronomique sur un astre, sur un bateau. Évidemment, il y a tout qui bouge, roulage, tangage. Et il écrit
Ça, c'est tiré de son journal. J'observais aussi bien que je pus le passage, son début et sa fin. Cette observation que je n'ai pas publiée, vous pouvez pas, ni à propos de laquelle je n'ai fait aucun calcul, il était un petit peu déçu quand même, est consignée telle quelle dans mon journal. Voilà. Donc ça, il l'écrit et puis il le fait envoyer à l'académie pour quand même montrer qu'il avait essayé de le faire, quoi. Bon, donc il est quand même déçu. Ça fait 15 mois qu'il est parti de France. Il se dit, je ne vais pas rentrer tout de suite. Alors on lui dit, tu ferais peut-être mieux de rentrer, parce que quand même, si tu ne rentres pas, les gens vont se demander pourquoi tu n'es pas rentré. Il dit, non, je ne rentre pas et je vais explorer, je vais cartographier. Il a même le projet de faire le tour du monde de l'autre côté, ce qui n'avait jamais été fait. Donc il se dit, je vais rentrer couvert de gloire en France. Et donc il va explorer plusieurs îles, l'île de France, l'île Bourbon, qui était le nom de l'île de la Réunion, l'île Rodrigue, la côte est de Madagascar. Et il se dit, j'ai du temps, puisque je vais faire ça jusqu'au prochain transit, qui a lieu le 3 juin 1769. C'est-à-dire quand même 8 ans plus tard. Quand il a raté un transit, il se dit, je vais attendre 8 ans. Pendant ce temps-là, je vais me balader, je vais explorer. Ensuite, il fait des calculs. Et il se rend compte que le lieu le plus favorable pour l'observation du transit, le second transit du coup, se trouve à Manille. Manille, c'est ici, aux Philippines. Donc il s'y rend dès le mois d'août 1766. Et là, ça ne se passe pas super bien. En particulier les autorités espagnoles qui au début étaient très amies avec la France le sont un petit peu moins. Et certes, les autorités le soupçonnent d'espionnage, ou en tout cas lui mettent des bâtons dans les roues. Et donc il se dit, il hésite, il se dit je peux rester, mais si je reste, je ne sais pas. En fait, il y a des gens qui lui cassent du matériel, il se fait suivre, il se demande s'ils ne vont pas attenter à sa vie. À un moment donné, il y a un incendie qui se déclare, un incendie criminel qui se déclare dans un observatoire qu'il avait construit à Manille. Il avait construit un observatoire pour pouvoir observer le transit. Donc il se dit, je vais pas risquer que le jour de mon observation, quelqu'un m'ait cassé ma lunette et que je ne puisse pas observer. Je veux absolument observer ce transit, donc finalement je repars à Pondichéry. Pondichéry, il peut y retourner parce qu'il y a eu un accord entre les Français et les Anglais, et donc Pondichéry est retombé dans le territoire français. Donc il arrive à Pondichéry, prend un bateau, il arrive à Pondichéry en mars 1768. Et là, il est super bien reçu, et il se prépare, donc il a plus d'1 an pour préparer toutes ses observations. Il construit un superbe observatoire astronomique en vue du transit, donc, qui aurait lieu le 3 juin 1769. Il calcule évidemment précisément à quelle heure ça va se produire à cet endroit. Il fait des calculs. Et il attend le jour J comme ça en faisant plein de calculs, en montant son observatoire. Il détermine la position exacte du lieu où il se trouve pour avoir les prédictions exactes de quand il y aura le transit, c'est-à-dire le premier contact et le deuxième contact de Vénus devant le Soleil. Il vérifie l'étape de réfraction pour ne pas se tromper, parce que l'atmosphère, ça modifie un petit peu la position du Soleil dans le ciel. Donc il fait plein de calculs comme ça. Il est content, il a du temps. Les conditions climatiques sont excellentes, tout le mois de mai est magnifique, le ciel est clair, il n'y a aucun nuage. Il se dit, c'est bon, après je finis mon tour du monde par l'autre côté et je rentre couvert de gloire avec cette observation et mon tour du monde. Il a du mal à dormir entre le 2 et le 3 juin 1769. Le jour J, il se réveille tôt, il vérifie les instruments, il voit qu'il y a un petit peu de vent qui s'est levé, il redescend se coucher, il n'arrive pas à dormir, et il remonte au sommet de son observatoire, il règle un peu les choses, il aura fait un petit calcul, il essaie de se recoucher, il ne dort pas, le vent s'est levé, et quand le soleil se lève, le lendemain matin, donc il jette un œil sur le ciel, il espère ça, il se dit au pire j'aurai ça, et en fait il a ça. Il a ça, il peut rien faire du tout. En fait, il devine un peu le disque solaire à un moment donné, mais il peut vraiment faire aucun calcul. Et une demi-heure plus tard, il a ça. Voilà, donc il a eu ça, et il apprendra plus tard que des collègues à Manille, où il était, ont eu ça. Ça, c'est une observation d'un autre moment, mais voilà ce qu'il aurait pu voir avec le petit transit de Vénus ici sur le Soleil. Donc 30 minutes après, le ciel se découvre, le Soleil donc se dégage.
Et là, il entre dans une profonde mélancolie. Vous savez ce que c'est qu'une mélancolie à l'époque? C'est le nom qu'on donnait à la dépression, en fait. Donc voilà ce qu'il écrit. Enfin, c'est dans son journal. Hein. C'est un livre qu'il a écrit qui s'appelle Voyage dans les mers de l'Inde, que je vous conseille. Hein, c'est un vrai livre d'aventure. Enfin, je fus plus de 15 jours dans un abattement singulier, à n'avoir presque pas le courage de prendre la plume pour continuer mon journal, et elle me tomba plusieurs fois des mains lorsque le moment vint d'annoncer en France le sort de mon opération. Donc il était un petit peu dégoûté quand même. Bon, et donc à un moment donné, il veut revenir chez lui, mais en fait, il est malade, hein, il est très déprimé, son bateau manque de sombrer dans une tempête, il est donc débarqué sur l'île Bourbon, où il est forcé d'attendre longtemps avant de pouvoir rentrer sur un navire espagnol, et il arrive enfin à Paris en octobre 1771, c'est-à-dire 11 ans après son départ. Et il revient, alors il ne revient pas avec rien, hein. Il a exploré des îles, il a récolté des échantillons, il a même fait des études anthropologiques sur l'Inde qui sont intéressantes. Donc il a fait des observations, mais pas de première ampleur, il n'a pas les transits de Vénus. Quand il arrive, on parle beaucoup des chefs de police ce soir. Quand il arrive à Paris, donc plus de 11 ans après son départ, le lieutenant de police de Paris, il lui dit « Monsieur, Guillaume le Gentil de la Galésière a été déclaré mort. Ce ne peut donc être vous. » L'autre, il lui dit « Comment ça, moi mort? Je ne suis pas mort, regardez. » Donc il arrive, et en fait, ça ne fait que commencer, ces problèmes. Il est en effet déclaré légalement mort, sa femme s'est remariée, ses héritiers se partagent les biens de sa succession, l'Académie royale des sciences l'a rayé de ses effectifs, son siège, qui était devenu vacant, a été réinvesti par un collègue. Donc ciel un peu noir quand même dans sa vie. Sa seule consolation lui vient de l'observatoire, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, qui lui offre un logement, grâce en fait à l'intervention du roi, qui se rend compte qu'il n'a quand même pas beaucoup de chance. Alors tout ça... sous soupçon aussi d'espionnage, etc. Il commence alors un temps très long où il essaie de récupérer ses biens. Donc il a un temps de procès sur procès. Et en fait, son avocat, qui est censé récupérer ses biens, en récupère certains et s'enfuit avec. Voilà, donc en fait, il ne récupérera jamais aucun de ses biens. Bon, la fin de sa vie se déroule sous de meilleurs auspices. Il va retrouver son siège d'académicien, mais grâce à l'intervention personnelle du roi, qui y met du sien. Il va se marier aussi en 1774 avec Marie-Michel Potier. Ils ont une fille, Marie-Adélaïde. Et il va rester à l'Observatoire jusqu'à sa mort, où il va continuer à écrire des articles sans rancune. En fait, il va continuer à faire de la science, parce que c'est ce qu'il aime. Et en fait, finalement, il n'a pas gardé beaucoup d'aigreur de ses échecs. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est probablement l'astronome dont on se souvient le plus de cette période-là, alors qu'il n'a observé aucun transit de Vénus. En 1771, l'astronome français Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, qui lui était resté à Paris, a collecté les données des transits qui provenaient du monde entier, de 1761 à 1769, et il a établi la distance Terre-Soleil à 153 millions de kilomètres, à plus ou moins 1 million près. Vous voyez qu'on sait beaucoup mieux que les 138 millions qu'on avait avec la parallaxe de Mars. Et aujourd'hui, donc, on a défini de nouveau l'unité astronomique. Donc l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, depuis 1976, qui vaut 149 597 870,691 millions de kilomètres. Évidemment, c'est la valeur moyenne de la distance Terre-Soleil, puisqu'elle est sur une ellipse. Et ce que vous voyez ici, c'est une belle image, c'est le transit de Vénus de 2012, donc le dernier, qui est vu en ultraviolet par le satellite SDO de la NASA. Donc vous voyez Vénus qui passe ici, là, avec l'image en fond en ultraviolet du Soleil. Et voilà donc le dernier transit vu depuis la Terre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le prochain aura lieu en 2117. Et on pourra vous refaire une conférence à ce moment-là. Voilà, nous vous remercions beaucoup de votre attention.